Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dont l'objectif est de te montrer pas à pas comment mettre en place ce logiciel Mon Expert Pilotage pour piloter ta boîte. Je vais prendre les choses les unes après les autres, présumant que rien n'est évident, rien n'est forcément simple pour tout le monde. Donc il y aura peut-être des choses plus simples et d'autres plus compliquées quand tu vas suivre cette vidéo. Dans la façon de faire, le plus simple c'est que tu fasses des mises en pause, le temps de faire les choses. Voilà, tu regardes une action, tu mets en pause, tu fais la même chose. Si besoin, tu reviens en arrière, tu regardes une autre fois. Voilà, c'est une vidéo qui se veut être un manuel, qui se veut aussi être réalisée très simplement. Je vais faire très peu de montage. Et puis, je vais essayer vraiment de faire les choses concrètement à partir d'un compte à zéro pour que ce soit vraiment un tutoriel qui soit axé sur la pratique. Alors, dès maintenant, en fait, je t'invite à ouvrir ton navigateur Internet, Chrome de préférence, puisque le logiciel est testé d'abord pour Chrome, et puis à taper l'adresse dans la barre en haut. Donc c'est app.mon-expert-pilotage.fr, comme tu peux le voir en ce moment à l'écran. Donc tu tapes ça, tu fais entrer. Donc il faut le taper dans la barre d'adresse, hein, pas dans la recherche Google, ce sera mieux. J'ai déplacé ma vidéo. Et donc ici, tu tombes sur cet écran qui te permettra, une fois que tu auras un compte, de te connecter ici. Et nous, on n'a pas de compte pour l'instant, donc on va cliquer sur le bouton violet au-dessous. Juste avant ça, si tu le souhaites, tu peux cliquer sur la petite étoile pour mettre ça dans ta barre de favoris, pour que ce soit plus simple d'y revenir, puisque l'idée c'est que tu puisses utiliser cet outil-là presque au quotidien, en tout cas régulièrement, pour piloter ton entreprise. Donc on va faire première visite, créer ton compte gratuitement. Donc c'est un logiciel qui n'est pas gratuit. Au jour où je tourne cette vidéo, il est proposé au prix de 15 €. Toutefois, il est offert dans une majorité des offres de formation ou d'accompagnement que je propose. C'est peut-être ton cas. Si tu viens de nulle part et que tu tombes là-dessus, de toute façon, tu peux créer ton compte gratuitement sans mettre ta carte bancaire. Tu pourras utiliser le logiciel pendant 15 jours et te faire une idée de ce qu'il vaut avant de souscrire. Voilà. Donc, ici, pour créer le compte, je vais mettre mes coordonnées. Donc, je te laisse inscrire ton vrai nom, ton vrai prénom, le nom de ton entreprise. Voilà, je vais faire de même. Bon, je vais rajouter test pour que ce soit plus simple. Mettre ton email, ton numéro de téléphone. Et puis, il faut que tu choisisses un mot de passe. Alors ici, il faut un mot de passe, il faut qu'il y ait des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères. C'est obligatoire, sinon le logiciel va pas en vouloir, quoi. Donc moi, je vais taper un mot de passe qui respecte cette contrainte-là. Toi, de ton côté, je t'invite à faire la même chose. Voilà. Tu dois accepter les conditions générales d'utilisation en cliquant ici pour que le bouton devienne actif en bas. Donc là, je vais pas utiliser cette adresse-là. Je vais utiliser autre chose, voilà, puisque c'est un compte bidon qui n'existera pas au-delà de cette vidéo. Donc j'ai bien tout rempli. Je fais créer mon compte. Et donc le logiciel m'indique qu'il m'a envoyé un email sur l'adresse email que j'ai saisi juste avant. Ça va me permettre de disposer d'un lien dans l'email. Donc on va y aller juste après. Ce lien, il faudra que je clique dessus pour activer mon compte. Pourquoi il y a ce truc-là qui est en place? Tout simplement parce que on n'a pas envie que des gens créent des comptes pour d'autres personnes, quoi, tout simplement. Donc il faut posséder l'adresse mail qu'on utilise pour se connecter. Maintenant, je t'invite à faire comme moi, te rendre dans ta boîte mail. Peu importe si c'est Gmail ou quoi que ce soit, tu auras toujours le même mail de toute façon. Si des fois tu n'avais pas le mail, regarde quand même dans le dossier de spam. C'est possible que ça finisse là-dedans. Et puis surtout, coche ceci n'est pas un spam ou ce type de bouton, puisque le logiciel dans son fonctionnement quotidien aura éventuellement des mails à t'envoyer pour des alertes ou pour simplement pour ton solde. Enfin, on verra ça plus tard, mais en tout cas, il faut que tu puisses recevoir les mails. Donc, moi, je l'ai bien reçu ici. Et tu vois, le lien, il est là. Il suffit tout simplement de cliquer là-dessus. Et en cliquant là-dessus, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, celle dont on parlait tout à l'heure. Et notre compte est activé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le mail que tu avais, tu peux déjà le balancer suite à ça, quoi. Donc, moi, je fais ça. Clac.
hop, hop. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir me connecter grâce au mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure. Tu sais, le mot de passe avec des lettres, des chiffres, majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. Je fais ça et je fais entrer. Donc le premier chargement du logiciel peut être un petit peu plus long parce que en fait il y a toute une création qui se fait derrière. Et encore là, tu vois, dans le cas à l'écran, ça a pris quelques instants. Donc là, tu as une fenêtre qui se présente à toi, tu la retrouveras de temps en temps, c'est quand je publie des mises à jour. Ici, tu fais noter, ou tu peux aller voir le détail des mises à jour si ça te fait plaisir, mais disons que là, c'est pas très important dans les médias, donc tu fais noter. Et voilà. Donc, tu vas avoir un assistant de configuration en fait qui va quelque part t'empêcher d'aller dans le logiciel. Enfin, tant que t'as pas saisi les informations, tu pourras pas avancer dans le logiciel. Donc, c'est assez simple. Il faut que tu te laisses faire. Donc là, on retrouve les informations qu'on a déjà saisies quand on était enfin, quand on a créé le compte lui-même. Là, le logiciel a besoin d'en savoir un petit peu plus. Donc, la situation, c'est probablement chef d'entreprise pour toi. Je te laisse choisir le bon élément. L'adresse, écoute, ça c'est l'adresse de ton siège social. Cette adresse-là, en fait, elle aura un intérêt pour une éventuelle facturation, hein. Encore une fois, si tu utilises le logiciel dans le cadre d'un de mes programmes d'accompagnement, le logiciel est compris dans le prix, tu ne seras pas facturé en plus. Si tu viens de l'extérieur, que pour le logiciel. Au-delà de ta période d'essai, si tu souscris, eh bien c'est l'adresse qui sera utilisée. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai le bouton continuer ici qui se présente. Tu vois, s'il me manque un champ, il n'était pas actif en tout cas au départ. Donc, je fais continuer. Donc là, c'est ce qui me concerne moi en tant qu'utilisateur. Ensuite, le logiciel va avoir besoin d'informations qui concernent l'entreprise elle-même. Donc là, on va avoir besoin de mettre un secteur d'activité. Donc c'est un moteur de recherche parce que la liste serait trop longue. Euh, Par exemple, je ne sais pas si tu fais du carrelage, donc tu vas pouvoir rechercher comme ça. Tu recherches le métier qui te convient le mieux. Si tu fais de la charpente métallique, je n'ai pas tous en tête, mais si on cherche charpentier, tu vois, charpentier métallique par exemple. Allez, disons que je suis charpentier métallique. L'effectif total, donc toi compris, et tes associés, enfin les gérants compris. Admettons, vous êtes 5, donc toi, plus 3 gars, plus un apprenti, ça fait 5 par exemple. La tranche de chiffre d'affaires annuel, est-ce que tu fais plus de 5, par exemple, tu fais plus de 500 000, bon, tu mets ça, bref, c'est simple, tu suis le truc. Et le type d'entreprise, ça c'est le type juridique d'entreprise. Il est bien possible que tu sois en SARL, en SAS, etc. Si vraiment tu trouves rien qui te plaît là-dedans, tu fais autre. Mais là, on va être souvent, en tout cas pour les clients qui utilisent le logiciel, on va être en SARL. Donc le bouton c'est tout bon est actif en haut. Donc je peux cliquer dessus. Maintenant, la dernière étape, c'est ce qui concerne les aspects plus juridiques de l'entreprise. Alors je sais, il y a des gens que ça ravit pas de parler de ça, mais faut le faire une fois pour toutes. C'est des données très basiques. De toute façon, tu peux contacter le support contact@mon-expert-pilotage.fr si tu as vraiment des blocages. Franchement, on est là. Mais c'est assez simple. Donc, la date de début d'exercice, allez, on va prendre beaucoup d'entreprises commencent au 1er janvier. C'est pas le cas de tout le monde, mais on va dire l'exercice en cours, hein. C'est celui que tu saisis. Donc, si mon exercice il est calé sur l'année civile, donc le début 1er janvier. Fin de l'exercice en cours, ce sera le 31 décembre de cette année. Donc, clac. Voilà. Ok, ça va. C'est pas trop compliqué normalement. Et puis si tu n'as pas de société, hein, et que c'est vrai que c'est un cas important, si tu es en entreprise individuelle ou micro-entrepreneur ou quelque chose comme ça, et que tu n'as pas au sens juridique de période d'exercice, je t'invite à mettre l'année civile, voilà, ou la période qui te convient dans ta façon de voir les choses. Ça peut être du 1er septembre au fin août de l'année d'après, si tu veux te caler un peu sur l'année scolaire, voilà. Mais voilà, quand on a une société, de toute façon, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est la date de notre bilan, le dernier jour. Voilà.
Donc le régime de TVA, bah, si tu es, micro-entrepreneur, enfin si tu es micro-entrepreneur en tout cas, t'es pas assujetti à la TVA, donc ce sera ça. Après pour les sociétés, il y a plusieurs régimes en fait qui peuvent dépendre du volume d'affaires et d'un certain nombre de choses. Donc beaucoup d'entreprises en tout cas seront au réel normal mensuel. Voilà. Le taux de TVA principal, là, c'est le taux de TVA, le super taux de TVA. Ça ne veut pas dire que c'est le seul que tu vas utiliser. En tout cas, si tu as une société et que tu es en France, probablement que le taux de TVA principal, ça va être du 20%. Même si tu es dans le bâtiment, que tu fais beaucoup de rénovation, voire que de la rénovation, parce que tous tes achats, en tout cas, sont à 20%. Ça, pareil, c'est quelque chose que tu sais certainement. Et puis si tu sais pas, tu peux laisser tout simplement 20%, on verra ça plus tard. Et puis pour les sociétés, il y a deux façons pour l'État de prendre de l'impôt. Soit il regarde ce que tu as gagné toi en tant que gérant, et donc là c'est de l'impôt sur ton revenu, donc de l'IR, c'est possible dans certains cas. Soit l'État regarde ce que la société a gagné, indépendamment de ce que toi tu as gagné en tant que dirigeant. Et là, c'est l'impôt sur les sociétés, donc c'est souvent le cas aussi. Là, on est sur un tableau assez typique, c'est-à-dire une entreprise donc, qui a son exercice calé sur l'année civile, qui est au régime de TVA 20%, et puis qui est imposé à l'IS. Voilà. Donc ici, tout est paramétré. Maintenant, je suis libre d'aller où je veux dans le logiciel. Donc tous les menus sont actifs. Voilà, je peux faire ça. Il y a d'autres éléments de paramétrage qui sont pas bloquants, en tout cas pour avancer, mais qui sont importants parce que la spécificité de ce logiciel-là, c'est le moment aussi de te dire peut-être pourquoi j'ai créé ce logiciel-là. J'ai créé ce logiciel-là malgré qu'il y en ait beaucoup sur le marché parce que finalement aucun ne me permettait à la fois déjà en un seul outil de faire une prévision de trésorerie, c'est-à-dire à quoi sert le logiciel, c'est me montrer une courbe qui me montre le solde de mon compte bancaire en fonction de la trajectoire que j'ai actuellement, des décisions que j'ai prises jusqu'à 2 ans devant moi, donc de savoir où je vais, et avant de prendre une décision, de pouvoir modéliser ça pour savoir si ça passe, ce que ça donne, quoi. Et à la fois un logiciel donc, qui fait une prévision de trésorerie et une prévision de résultat au sens comptable. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est une dimension importante parce que d'abord, ça impacte la trésorerie, c'est-à-dire la première chose, la courbe dont je parlais avant, parce que le résultat génère de l'impôt qu'il va falloir payer, donc ça impacte la trésorerie, et aussi parce que légalement, le résultat doit être positif. En tout cas, une entreprise n'a pas le droit de faire de la perte tous les ans, quoi. N'a pas le droit de cumuler une perte négative. Il y a que l'État qui a le droit de faire ça, mais pas les sociétés. Pas voilà. Donc, il faut aussi surveiller ça, notamment quand on a des situations financières qui sont assez précaires. Donc là, on va pouvoir estimer le résultat en permanence, voilà, sans demander à notre comptable qu'il nous fasse ça, qu'il nous prenne 500 balles pour ça et qu'il nous donne ça dans 6 mois, avec un niveau de précision qui serait assez limite parce qu'il aura déjà fait une certaine interprétation des éléments qu'il aura. Donc là, le logiciel le fait en temps réel et de façon précise. Donc, pour faire ça, on a besoin en fait de connaître pour les sociétés, hein, si tu es auto-entrepreneur, ça ne te concerne pas, ou EI, ça ne te concerne pas, mais pour les sociétés, on a besoin de connaître l'état des amortissements. Les amortissements, en gros, c'est les investissements qu'on a faits et qu'on répercute non pas one shot sur la comptabilité, mais on va plutôt prendre la durée de vie. Par exemple, j'achète un ordinateur 900 euros. Pour un ordinateur, c'est normé, hein, ça dépend de quoi, mais pour un ordinateur, on va amortir ça sur 3 ans. Et donc pendant 3 ans, chaque année, on va prendre un tiers de l'investissement. C'est-à-dire on va compter 300 par an. Voilà, c'est ça l'idée. Pour un véhicule, ça va être 5 ans. Pour certains équipements, des serveurs, etc., ça peut être jusqu'à 10 ans, les alarmes, etc. Tout ce qui est immobilier, ça peut être plus, jusqu'à 20. Enfin, il y a des tranches. Voilà. Donc ça, on a besoin de le connaître. C'est pas bloquant pour avancer. Si t'as pas tout de suite, si tu sais pas de quoi il s'agit, bah te bloque pas. Tu passes à la suite, c'est ok. Mais le mieux, c'est de pouvoir saisir ça. Donc, si je t'accompagne, si tu es ici dans le cadre d'un accompagnement, demande à ton comptable la liste des amortissements en cours, à jour. Si tu sais pas de quoi il s'agit, bah lui il saura, c'est évident, et c'est son travail de te le fournir et de le maintenir à jour. Et tu me le transfères par mail et je vais te le remplir. Voilà, je vais te le remplir.
Pour cela, j'aurais besoin aussi que tu me donnes les identifiants de ton compte, puisque j'ai pas accès par défaut au compte. Mais si je t'accompagne, c'est que on travaille ensemble sur ton dossier, donc dans ce cas-là, c'est OK. Donc tu m'envoies la liste des amortissements et tes identifiants, et je te le saisis avec grand plaisir. Si t'es là et que t'es pas dans un accompagnement, écoute, tu peux le saisir toi-même. Simplement, tu cliques sur chaque ligne et tu vas pouvoir saisir un avertissement, dire ça fait combien par mois, pendant combien de temps, à partir de quand, et donc jusqu'à quand, bah ça dépend du nombre de mois. Toi, par exemple, si c'est 2 ans, bah ça va changer la date, tu vois. Donc, tu peux aussi le saisir par toi-même, tout simplement. Tu sais peut-être de quoi il s'agit. En tout cas, on le saisit mensuel. C'est un peu original, mais pour les gens que j'accompagne, c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà pour la partie amortissement. Donc ce que je te propose maintenant pour avancer sereinement, lentement mais sûrement, c'est de faire un tour de l'interface. Donc là, on est dans le logiciel. Sur la gauche, tu as la barre avec les menus principaux. J'y reviens juste après. Tu as ici quelque chose qui te dit le nombre de jours restants par rapport à la période d'essai. Quand tu cliques sur activer, eh bien, tu vas pouvoir aller mettre en place le prélèvement automatique mensuel de 18 € TTC, c'est-à-dire 15 € hors taxe à la date où je saisis cette vidéo. Il peut y avoir une petite évolution. Si tu es là dans le cadre d'un accompagnement, comme je le disais avant, bah, tu t'occupes pas de ça, je vais te l'activer moi-même en tant qu'administrateur de logiciel. Ici, en bas, quand tu cliques, bah, tu sors, donc tu retombes sur l'écran de connexion qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, on est dans les menus, et pour chaque menu, comme on est là dans l'onglet résultats, puisqu'on est arrivé là suite au process d'onboarding, d'accueil, bah, à chaque fois, pour chaque menu, tu as des sous-menus en haut. Voilà. Donc, je vais faire le tour, sans rentrer trop dans le détail, on va traiter les choses ensuite ensemble, mais au moins que tu aies une vue d'ensemble du paysage et puis que tu commences à t'approprier les choses. Donc, le premier menu, c'est le menu trésorerie, c'est celui sur lequel tu tombes au quotidien. Donc là, pour l'instant, on n'a pas, mais c'est là que tu auras la courbe avec bah, ta trésor pour les 2 ans qui viennent, tout simplement. On nous dit d'ailleurs qu'on a commencé ce mois-ci que la courbe, elle est en cours de construction. Tu pourras retrouver ici les soldes remarquables, c'est-à-dire le solde de ton compte bancaire. Alors pour l'instant, le logiciel n'en connaît pas, mais le solde de la somme de tes comptes bancaires ici, c'est-à-dire le cash disponible actuellement, et le point le plus bas sur les 2 ans qui viennent. Donc est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas en dessous 0 ou en dessous un minimum que tu te serais fixé. Et ici, tu vas pouvoir surveiller des catégories. Je reviens à la notion de catégorie plus tard, mais des catégories précises, certaines dépenses ou certains revenus comme bah, tes ventes par exemple. Donc ça, c'est dans le sous-menu solde. Le sous-menu budget, on y reviendra après. Alors, celui-là est toujours un peu lourd à charger parce que le logiciel rapatrie depuis le stockage en cloud toutes tes données. Donc c'est la première fois qu'on accède de la journée, bah, ça met un peu plus de temps. Donc ici, on n'a toujours pas de chiffres, mais j'y reviendrai évidemment plus tard. On a aussi un sous-menu les flux. Donc là, on va pas tarder à y revenir. C'est là qu'on va connecter notre banque et c'est là qu'on va récupérer toutes les transactions, bah, tout ce qu'il y a sur notre relevé de banque en fin de compte. Hein, et c'est là qu'on va pouvoir le catégoriser. Et puis on a un dernier sous-menu dans lequel on va pouvoir créer des règles pour catégoriser automatiquement bah, ce qui apparaît sur notre compte bancaire. Donc les résultats, on a commencé à en parler parce qu'on a parlé du sous-menu amortissement. On aura les données sectorielles là qui correspondent bah, justement au métier que tu as saisi lors de l'onboarding. Donc par exemple, tu vois, dans la charpente métallique, on voit que c'est plutôt pour les petites boîtes, c'est les données de 2023 parce qu'il y a toujours un peu de temps pour les statistiques, mais la moyenne dans le métier, c'est 65%. Donc quand toi, tu auras de la donnée, ta barre, elle va se construire à côté et tu pourras te situer par rapport à ton métier. Et si tu marges moins, bah, le logiciel il te dira bah, combien tu laisses sur la table, clairement. Pareil pour le taux de résultat, le poids des salaires et le chiffre d'affaires par effectif. Donc ça te donnait des repères intéressants. Tu vois, par exemple, par effectif, dans la charpente métallique, puisque c'est mon exemple, par personne, ça fait 125 000 € de chiffre d'affaires. Si on est 2, ça fait 250. Si on est 10, ça fait 1 250 000, etc. On a ça ici.
On va retrouver donc solde de gestion, compte de résultat. En fait, c'est la même donnée, mais présentée de façon différente. Donc les soldes de gestion, on pourra voir ça, ça parle au comptable, ça parle à ton banquier si tu vas le trouver pour lui demander quelque chose. C'est pour ça que c'est là, c'est pour pouvoir lui montrer que tu as une trajectoire qui est saine, ou pas d'ailleurs, mais lui montrer en tout cas que tu maîtrises ton avenir. Et le compte de résultat, c'est la même chose, mais avec beaucoup plus de détails. Voilà. Avec beaucoup plus de détails, donc tu peux copier-coller ça et aussi le montrer à tes partenaires. Voilà pour ça. Fiscalité exercice, on l'a rempli aussi pendant l'onboarding. L'onglet business, on va assez peu en parler dans ce tuto. Ce sont des fonctionnalités qui sont en cours de développement. Ici, en tout cas, tu as simplement un sous-menu avec contact. Donc ici, tu peux enregistrer des fiches de contact ou importer des contacts. Bah voilà, pour avoir une espèce de répertoire qui soit dans le même logiciel. J'ai des clients pour qui c'est plus simple. On aura les opérations. Donc les opérations, bah, c'est une to-do list un peu avancée qui peut justement être partagée avec ton mentor ou avec moi si je suis ton mentor lors des accompagnements. C'est plus simple pour travailler. En cliquant sur action, voilà, toi tu peux créer une liste, enfin une action et elle se cumule dans une liste. Je t'invite à tester, je ne m'étends pas sur la question. Et puis dans compte, on va avoir tout ce qui est préférence. Donc on a déjà rempli ça ensemble lors de l'onboarding pour ce qui te concerne en tant qu'utilisateur. On a déjà rempli ce qui concerne l'entreprise, mais pardon, si ces données changent et que tu veux les actualiser, bah, c'est ici qu'il faut le faire. Le changement de mot de passe n'est pas possible directement aussi. Il faut envoyer un mail au support contact@mon-expert-pilotage.fr. Pour des raisons de sécurité, c'est la procédure. Ensuite, dans les préférences, on va avoir la possibilité de personnaliser le logiciel à nos couleurs. Alors, c'est un peu gadget, mais beaucoup de gens le font et on y revient rapidement. On va pouvoir personnaliser aussi les notifications qu'on souhaite recevoir ici. Cette fonctionnalité est aussi en cours de développement, mais on pourra retrouver à l'avenir nos factures ici. On peut retrouver les conditions générales de vente, la politique de confidentialité. Et puis, on peut générer un lien de parrainage. Si on aime le logiciel et qu'on a envie de le faire partager, on peut le faire tout simplement en copiant ce lien-là et en l'envoyant par mail ou en l'envoyant par WhatsApp ou je sais pas quoi à un copain. Et si on est prestataire et qu'on veut travailler avec ce logiciel avec nos clients, c'est possible aussi. On peut le personnaliser, le mettre entièrement à notre couleur, comme on va le faire là après, et cliquer ça pour que celui qui utilise le lien retrouve notre logo et nos couleurs. Voilà. Donc voilà pour ça. Et au niveau aide et support, on retrouve bah, notamment les historiques des mises à jour et puis un lien pour me contacter directement ici. Bon, très bien. Allez, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va s'approprier le logiciel, on va le personnaliser à nos couleurs. Donc, on n'était pas loin. Juste avant, on va aller dans Préférences. Bon, bah, par défaut, ce sont les couleurs de mon expert pilotage, mais tu as peut-être les tiennes. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur la zone blanche pour ajouter mon logo. Donc, moi, dans mes téléchargements, là, j'ai récupéré un logo d'exemple, bidon. Toi, tu as le tien. Je vais le chercher, je fais ouvrir. Voilà, donc tu vois, le logiciel déjà intègre ce logo. Et puis pour les couleurs, donc je vais cliquer ici sur la couleur ici. Ce que je peux faire, c'est utiliser la pipette là pour aller chercher bah, la première couleur de mon logiciel. Voilà, je clique à côté. Et pour la couleur secondaire, bah, je vais aller chercher une deuxième couleur. Hein. Donc bah, à toi de voir, je sais pas, ici c'est peut-être un gris. Voilà, on va pas se prendre la tête pour l'exemple. Mais voilà. Et du coup, j'ai un logiciel qui est à mes couleurs. Ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va vérifier les notifications. Par défaut, tu vas recevoir un email chaque jour qui va te préciser en fait le nombre de transactions que tu as à catégoriser et l'état du solde de ton compte bancaire. Si c'est pas quelque chose que tu souhaites, beaucoup l'utilisent, et moi le premier, mais si c'est pas quelque chose que tu souhaites, tu peux décocher ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le logiciel à notre banque pour récupérer les transactions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le menu trésorerie.
et on va aller dans les flux. Donc, avant d'avoir des transactions à traiter ici, il nous faut un ou des comptes bancaires. Donc, je peux connecter plusieurs comptes bancaires à l'application. Le logiciel considérera que c'est la somme de ces différents comptes bancaires qui représente notre pot global de trésorerie. Ces connexions bancaires, elles peuvent être sur des banques différentes. Tu peux avoir du CIC et du Crédit Agricole en même temps, c'est OK, ça marche très bien. Et il y a un petit concept qu'il faut comprendre, c'est que ici, quand on va créer une connexion bancaire, si je me connecte par exemple au Crédit Agricole et que j'ai plusieurs comptes au Crédit Agricole, j'ai qu'une connexion en fait. C'est le nombre de comptes clients qu'on a en réalité. Une connexion bancaire, tu vas voir, ça va pas compliquer beaucoup les choses, mais je te le dis pour que tu puisses le comprendre. Donc ce qui va se passer, on va le voir en pratique, c'est qu'on va se connecter à une banque, et seulement ensuite, quand on sera connecté à la banque, on va récupérer tous nos comptes, tous les comptes disponibles, pas les comptes d'épargne, pas ce qui est emprunt, etc., mais tout ce qui est compte courant, et on va sélectionner dans ces comptes courants les comptes qui nous vont et pour travailler et ceux qu'on ne veut pas avoir. Parce que j'ai des clients qui ont eu ce cas précis où en fait ils ont une connexion bancaire et en fait ils ont un compte perso, un compte pro, les deux qui redescendent. Donc tout va bien, ça va être géré. On peut prendre que le compte pro si on a envie de prendre que le compte pro. Alors allons-y. Il suffit de cliquer sur ajouter un compte bancaire. Je voudrais te donner une précision. La première, c'est que ici, déjà, je suis dans un environnement de test, donc moi, je vais me connecter à une banque bidon. Et l'autre précision, c'est sur la sécurité. Tu vois, ici, là, on a switché. En fait, on n'est plus sur mon logiciel vraiment. On est chez mon partenaire qui s'appelle bridgeapi.io. Ce partenaire, en fait, c'est une entreprise française dont le travail, c'est justement de faire de la connexion bancaire. Et en fait, Bridge travaille avec la plupart des éditeurs de logiciels de trésorerie, comme moi et comme tous mes confrères. Euh, L'intérêt de ça, c'est que en fait, c'est pas mon logiciel qui se connecte à ta banque, c'est Bridge. Et Bridge, en fait, va juste renvoyer au logiciel la liste des transactions et le solde et deux, trois statistiques. Mais rassure-toi, en tout cas, tes données bancaires sont bien gardées parce qu'on passe par un prestataire, d'ailleurs, qui est assez coûteux, mais qui fait les choses très très bien. Et le gros avantage, c'est que, en fait, il y a tous les jours, il y a des banques qui apparaissent et des banques qui disparaissent. Donc, lui, il gère ça et pour moi, c'est tranquille, c'est toujours bien fait. Donc ici, on va chercher une banque. Donc toi, tu vas chercher la tienne. Tu vois, les principales sont proposées ici. Hein. Toi, si c'est Crédit Agricole, tu cliques dessus. Il y a des spécificités de Crédit Agricole, c'est par région, par exemple. Si je veux revenir en arrière, CIC, là, il y a deux parties. Il y a le côté banque privée, ça doit être du placement. Et la plupart des gens, c'est CIC, tu vois. Donc, Bridge gère tout ça, c'est super. Alors moi, ici, je vais me connecter à une banque virtuelle, une banque de démo qui m'est fournie par Bridge, d'ailleurs. Toi, tu peux pas la trouver, hein, je suis dans un mode un peu spécifique pour faire cette vidéo. Donc, démo banque. Vraiment, c'est important, ne la cherche pas, tu la trouveras pas, puisque en production, elle n'est pas disponible. Ici, je vais mettre mon email. Donc, le mieux, c'est d'utiliser l'email enfin, là, ça dépend de la banque en fait. Donc, utilise les identifiants globalement que tu utilises quand tu te connectes à ta banque en allant directement sur son site. C'est ça la consigne générale. Tu as pas mal de banques aussi qui vont te proposer de scanner avec un QR code et comme ça va se faire directement dans ton appli bancaire sur ton téléphone. Ce sera encore plus simple. Et ici, je crois que moi, il se fiche de ce que je mets et ça devrait marcher pareil. Donc, valider. Puisque c'est une banque de démo, elle n'est pas très, très embêtante. Tu devrais avoir aussi cet écran ensuite, euh, voilà, c'est une étape de connexion à ta banque. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton. Et là, en fait, on va retourner sur l'application Mon Expert Pilotage. Donc, là, tu vois, j'ai une confirmation. On voit qu'il se passe des choses. Je te conseille de lever les mains quelques instants, puisque en fait, Bridge communique avec ta banque, fait la liste des comptes qui sont disponibles derrière et renvoie les informations au logiciel Mon Expert Pilotage. Donc là, c'est terminé, hein, c'est relativement court, mais ça dépend. Il peut y avoir un petit délai avec certaines banques. Donc tu vois, là, j'ai 3 comptes qui sont disponibles. Peut-être que parmi ceux-là, il y a des comptes qui concernent pas mon entreprise. Ça, tu vois, je peux les renommer facilement. Je veux dire, ça, c'est mon perso, par exemple. Ça, je vais mettre que c'est hors activité, tu vois. Enfin, bref.
Bref, tu vois le truc, quoi, c'est un exemple. En tout cas, je vais faire simple ici. Je crois qu'il y a que le premier compte qui m'intéresse, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, j'ai pas envie que ce soit tout le temps visible là-dedans. J'ai pas, franchement, j'ai pas envie de les garder pour plus tard. Peut-être toi, tu te dis bon, je vais les laisser là. Je vais juste pas les synchroniser, c'est-à-dire je vais pas le prendre en compte dans le logiciel. Mais globalement, les comptes qui ne concernent pas ton activité, bah, je t'invite à cliquer sur la petite corbeille ici à droite pour tout simplement les faire disparaître, quoi. Donc, comme c'est une opération importante, irréversible, le logiciel te demande de taper ça. Je veux supprimer ce compte. De le taper comme ça, voilà. Et seulement là, le bouton devient rouge, tu peux faire ça. Supprimer. Pareil, celui-là, j'en veux pas. Donc, je tape ça. Et je crois que j'ai cliqué à côté, autant pour moi. Clac. Et là, le bouton, je peux supprimer. Donc, je t'invite à faire ça. Encore une fois, hein, tu mets la vidéo en pause, le temps de faire les choses. Ça, c'est le compte qui m'intéresse. Donc pour l'instant, je vois pas de transaction en bas parce que je ne l'ai pas synchronisé en fait. Synchronisé, c'est-à-dire que j'ai pas commencé à récupérer les transactions. Ce que j'appelle les transactions, c'est les petites lignes qu'il y a sur ton relevé de banque que tu peux consulter à la fin du mois ou dans ton appli bancaire, c'est les opérations, quoi. Dans le logiciel, on appelle ça des transactions. Donc ici, je vais faire synchroniser. Donc là, c'est une opération lourde la première fois parce que mon expert pilotage va récupérer toutes les transactions que la banque veut bien lui donner. Alors, la banque, ça dépend des banques, mais en général, la banque fournit 3 mois de transactions. Donc si tu as une activité avec, beaucoup de transactions, bah, ça met un petit moment. Tu vois, là, c'est en train de redescendre. La liste des transactions s'est nourrie. C'est en train de redescendre. Voilà. Je pense qu'il a terminé puisque le chiffre évolue plus, ici, qui est le nombre de transactions affichées. Ici, j'ai une petite coche verte, donc normal, hein, classique, ça sera sans doute OK pour toi. S'il y a un problème de connexion avec ta banque, parce que ta banque peut être en maintenance, avoir un bug temporaire, bah, ça apparaîtra ici. Comme ça, tu sauras que bah, les nouvelles transactions n'arrivent pas dans le logiciel. Tu sauras pourquoi, si c'est temporaire. Et il arrivera forcément aussi qu'il faille que tu refasses ta connexion parce que c'est une obligation européenne en fait. Tous les je crois que c'est 2-3 mois, un truc comme ça, bah, le logiciel il va te mettre un petit lien ici, tu cliqueras dessus. Il faudra juste que tu te réidentifies auprès de ta banque pour confirmer bah, que cette connexion-là elle est toujours pertinente. Donc voilà, on a notre ou nos comptes bancaires de connectés. Il n'y a plus rien à faire, ça se fera tout seul. Une fois par jour, les transactions vont arriver. Euh, L'heure, je ne peux pas te la dire parce qu'en fait, ça dépend de ta banque. L'heure à laquelle elle dit à Bridge, tiens, j'ai des nouvelles transactions. Voilà. Et si tu as une autre banque à connecter, tu refais exactement tout ce qu'on vient de faire avec ajouter un compte bancaire et c'est reparti. Tu te connectes à, si tu étais au Crédit Agricole, cette fois au CIC, ce genre de choses, tu vois. Et tu refais la même chose et tout apparaîtra ici. On va parler un petit peu plus de cette fenêtre. Donc bon, là, pour les comptes bancaires, on a vu, on a l'icône, le nom du compte qu'on peut modifier à volonté, le solde lors de la dernière synchro, l'état de synchronisation avec la petite coche qui doit être verte ici. Le dernier mouvement indiqué ici correspond à la date de la dernière transaction. Par exemple, si j'ai un compte où j'ai peu d'activité et que bah, hier, il n'y a pas eu de nouvelle opération sur mon compte, bah, la date affichée ici, il faut faire attention, ça va être celle d'avant-hier. Si la plus vieille transaction, la plus récente transaction date d'avant-hier, ce sera la date d'avant-hier. C'est la date de la dernière transaction qui apparaît ici. Parce que ce qui se passe, c'est que ta banque, en fait, entre-temps, elle va pas dire, bah tiens, j'ai quelque chose de nouveau, donc bah, la date n'évoluera pas. C'est la date du dernier rafraîchissement. Voilà, la dernière fois qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans le compte. Ça, c'est pour supprimer le compte. Attention avec ça, c'est pour ça qu'il y a la confirmation, mais on l'a déjà fait avant. La partie concernant les transactions. Donc, la plus récente se trouve en haut. Voilà. Voyons un peu les fonctions. Donc, ici, on a un bouton qui nous permet de voir que ce qui est à traiter. Donc, comme il est là, on ne voit que ce qui est à traiter, c'est-à-dire tout, puisqu'on commence pour l'instant. Mais demain, quand tu auras des règles qui traiteront automatiquement les choses et que ce sera à jour, eh ben, il y aura peut-être rien. En tout cas, l'objectif, c'est que cette liste elle soit vide quand le bouton est comme ça. Ce bouton, il sert à quoi? Il sert à voir ce que tu aurais déjà traité quand tu veux faire une recherche dedans, en fait. Quand tu veux retrouver combien tu avais dépensé pourtant il y a 6 mois, quoi, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est un bouton à bascule.
Ici, tu peux faire des recherches. Alors, ce sont des recherches assez évoluées. Si tu oublies une lettre ou un truc, il va te trouver. Toi, si tu tapes Dupont avec un T au lieu de Dupont avec un D, il va le trouver quand même, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai Monoprix, tu vois. Ici, il y en a une, elle s'appelle Monoprix. Si je cherche Mon Prix comme ça, je pense qu'il peut trouver. Toi, il les trouve quand même, quoi. Toi, c'est une recherche intelligente. On peut chercher par catégorie. Je vais y revenir un petit peu après, mais ici, la liste est vide parce qu'en fait, il nous liste que les catégories qu'on a utilisées. Donc là, on commence, on n'a utilisé aucune catégorie, donc bah, on peut pas. Voilà, il y a pas d'élément de sélection. C'est pas la peine qu'il nous montre les catégories qu'on n'a pas utilisées, de toute façon. Le montant, ici, bah, on peut fixer une fourchette entre ce premier montant minimum et ce montant maximum. Alors attention, si je cherche quelque chose, je me souviens que c'était quelque chose comme moins 550 par exemple, il faudra que je cherche entre moins 600 et moins 500. L'erreur courante, c'est de chercher entre moins 500 et moins 600. Je te laisse mettre la vidéo en ralenti si, si c'est compliqué, mais le plus petit doit être le plus petit, quoi. Pas en valeur absolue. Donc, si je cherche quelque chose dont le souvenir que j'ai, c'est à peu près moins 550, il faut que je cherche entre moins 600 et moins 500. Parce que moins 600 est plus petit que moins 500. Je te laisse voir ça. Et puis la date, bah, si je sais que c'était l'année dernière, par exemple, je peux chercher entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Voilà. Ou je ne suis pas obligé de mettre ici et ici. Je peux mettre que l'un des deux. Je peux mettre que l'un des deux ici également. Et puis quand j'ai écrit plein de choses là et que j'en veux plus, bah, je clique ici et ça annule tous les filtres. Pardon. Donc pour chacune des transactions, on va retrouver sa date ici, la date de valeur, celle qui est publiée par ta banque, qui est réelle. On a la possibilité, en cliquant ici, en fait, de forcer la date. Mais je te déconseille fortement, enfin c'est utile, mais c'est quelque chose qui doit être utilisé avec parcimonie. Donc franchement, je rentre pas trop dans le détail. C'est juste, par exemple, c'est pour le calcul du résultat. Imagine que le dernier jour ou le premier jour de ton exercice, tu encaisses une vente qui correspond en fait à une facture, tu as fait l'exercice d'avant, bah dans ce cas-là, tu vas peut-être le décaler de quelques jours en avant pour que ce soit juste dans le bon exercice. Ça sert à mettre une transaction dans le bon exercice, tout simplement. Mais il faut le faire avec parcimonie parce que en fait, ça ne sert qu'à ça, donc ça sert à rien de le faire pour dans d'autres cas d'usage. Disons que ça va complexifier, l'outil lui sait faire, mais ça va complexifier et c'est toi que ça risque de paumer. Tu retrouves le solde ici, donc tu vois les montants négatifs ou positifs n'ont pas la même couleur en fonction de ta charte graphique. Et d'ailleurs, au passage ici, je voudrais te montrer que quand tu vas dans ton compte, que tu vas dans les préférences, ici tu peux afficher les montants sur deux colonnes. Donc là, on va le faire pour l'exemple. Tu vois, je retourne dans les flux. Et là, en fait, toi, ça décale les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre. J'ai des clients pour qui c'était indispensable, donc j'ai développé ça. C'est ici qu'on va pouvoir choisir, enfin, c'est une des façons d'affecter une catégorie. Donc, je vais y revenir un petit peu après, mais tu vois, là, on a l'arbre de nos catégories. Donc, si ce truc-là, ça correspond à telle catégorie, bah, je vais pouvoir aller sélectionner ici. Voilà. Donc, ça se met là. Là, ça va utiliser le taux de TVA par défaut de la catégorie, mais si je veux le changer au dernier moment, je peux le faire. Et puis, je vais pouvoir valider ici, ce qui aura pour effet, notamment, de faire disparaître ma transaction puisqu'elle sera traitée. Donc, je valide, tu vois, elle est plus là. Si je décoche ça, je la retrouve, elle est là, tu vois, voilà. Donc, je peux plus changer la date, je peux plus changer la catégorie, je peux plus changer le taux de TVA parce qu'elle est validée, donc elle est prise en compte comme ça. Si je veux modifier parce que je me suis trompé, il faut d'abord que je la dévalide. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un bouton qui va nous permettre de ventiler. Bah ouais, parce que là, sur ces 140 €, peut-être que en fait, il y a la moitié, 40 qui va dans une catégorie, disons, et 100 qui va dans une autre catégorie. Ça, c'est utile, par exemple, pour les emprunts, pour découper le remboursement du capital, des intérêts. Voilà. On peut avoir des achats fournisseurs aussi à ventiler, enfin, tout un tas de choses comme ça. En tout cas, ça sert à ventiler, donc à découper. Donc, je prends mon exemple de 40, donc c'était moins 140. Donc, d'un côté, moi, je veux créer une transaction de moins 40, pardon, moins 40. Quand je clique à côté, d'ailleurs, ça calcule la différence. Et une autre de moins 100. Voilà. Voilà. Tu vois, il y a plus la moins 140, il y a une moins 100 et une moins 40. Et là, du coup, je peux les mettre là où je veux. Ce qu'il y a à dire par rapport à ça aussi,
parce que je te vois venir, c'est tu vas me dire, oui, mais moi, si je veux découper en 3 ou en plus, eh ben, on peut le faire, en fait, on peut découper autant de fois qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est qu'on découpe une première fois, et puis, par exemple, bah, en fait, dans ces 40, allez, j'avais 50 et 50, et ben, je vais pouvoir à nouveau faire moins 50 et moins 50, par exemple. Voilà. Et donc là, ma transaction de moins 140 du départ, ben, elle est découpée en 3. Voilà. Etc. etc. hein. Donc, celle-là, je peux pas l'annuler. Il faudra d'abord que j'annule les filles. Voilà. Bon, c'est écrit là. Il suffit de cliquer là si je veux annuler ça. Voilà pour ça. Après, on a une autre baguette qui va être la création d'une règle. Alors, il y a des choses qui vont revenir tous les jours. Bon, là, c'est un compte de démo, tabac, je vois pas ce que ça ferait dans l'entreprise, mais par exemple, bistrot, admettons, allez, c'est là que je vais manger tous les midis. Ben, ce truc-là, j'ai pas envie tous les jours, moi, de le faire, aucun intérêt. Donc, je vais créer une règle. Et donc, type de règle, il n'y a qu'une fonctionnalité pour l'instant, les autres sont en cours de développement. Mais je vais dire qu'à chaque fois que je vois le bistrot comme ça, alors attention, parce que les majuscules et les minuscules sont prises en compte. Donc si je mets bistrot en majuscule, c'est une règle différente. Ça va pas marcher, ça va pas l'appliquer si c'est écrit en minuscule. Donc c'est pour ça que je te conseille d'enlever tout ce qui est un peu parasite et tout ce qui est variable. C'est-à-dire tout ce que tu vas pas retrouver à chaque fois. Par exemple, pour des prélèvements, bah, des fois, tu as la date dedans ou tu as une référence. Ça, tu l'enlèves, tu gardes que la partie qui change pas. Par exemple, pour l'URSSAF, bah, tu gardes que le mot URSSAF, quoi, parce que souvent, tu as une grosse ref derrière. Voilà, tu gardes que ça. Pour la TVA, tu gardes que... pour la TVA, je crois qu'il y a le mot TVA dans le truc, donc tu peux te débrouiller avec ça. Là, tu vas dire dans quelle catégorie il faut le mettre. Donc là, il faut la chercher. Donc, hébergement et repas, par exemple. Le taux de TVA donc, qui est arrivé là, c'est celui qui est par défaut dans le logiciel au départ, dans la catégorie, on va en reparler un petit peu après. Je sais que ça te brûle les lèvres, mais on va en parler un petit peu après. Mais si tu veux une règle qui applique un taux de TVA spécifique à la règle, justement, tu peux forcer ici. Dire ah non, mais moi je veux que tu me comptes ça en 5,5. Et ici, on a deux options. On peut, si on décoche ça, on peut faire en sorte que la catégorie soit appliquée à la transaction, mais qu'elle soit pas validée. Que tu te réserves le fait de la valider manuellement, parce qu'il peut y avoir des cas où la règle, enfin, tu veux le choper à la main parce que tu veux le recatégoriser quand même, tu peux vérifier, ou tu veux simplement vouloir voir que c'est tombé. Ça peut arriver aussi. Et puis, au moment où on crée la règle, là, on dit si on veut que ça s'applique aussi à toutes celles qui sont déjà éligibles, ou si on veut que ce soit que pour les nouvelles transactions qui arriveront à partir de demain, quoi. Donc là, moi, je vais faire comme ça. Je pense qu'il y en avait plusieurs des bistrots qui traînaient dans la liste, j'ai pas regardé. Mais on va faire comme ça, et puis je vais le cocher. Et je pense qu'elles vont disparaître, parce que tu vois, là en grisé derrière, je vois qu'il y en a 218, donc on va voir combien vont être traités. Toi, il y en a plus que 215. Il doit y en avoir 3. Il y en a 3 qui étaient comme ça. Alors d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que je peux rechercher par cette catégorie-là maintenant. Et alors ça, j'avais fait à la main, donc on s'en fiche. Mais toi, les 3, ils sont là, il l'a fait automatiquement. Voilà, nickel, nickel. Et donc du coup, quand je fais ça, et que je prends tout, clac, bah celles-là, je les vois plus, quoi. Elles ont disparu, donc ça marche tout seul. Donc là, on va venir bientôt, je vais te dire, faut catégoriser, et le but, ça va être de créer un maximum de règles, parce que tu vas pouvoir faire manuellement, mais si tu fais manuellement, il faudra tous les jours refaire. Si tu crées des règles, dès que tu peux faire une règle, fais une règle, quoi. Donc ça, on va y revenir. Je voulais te parler de ça. Ça, 215, c'est juste le nombre de transactions qu'on voit là. Donc tu vois, si j'applique mon filtre là, par exemple, bah, il y en a 3. Donc ça peut être intéressant des fois, quand on veut rechercher une info, de faire un filtre et de voir combien il y en avait. On voit aussi pour la sélection bah, la somme, combien ça fait. Donc bah, on retrouve nos 140 d'ailleurs, là, la somme c'est 140, moins 140. La valeur moyenne, toi, moins 46,67. Donc effectivement, là, on a deux de 50, une de 40, ça match. La valeur la plus petite et la valeur la plus grande dans la sélection, dans ce qui est affiché. Donc tenons compte de la sélection. Si j'annule mon filtre, voilà, ça va me donner un chiffre. Voilà, donc là, j'en ai encore 215 à traiter. Voilà, sur les 218 au total. Je pense que tu as compris le principe. Ce dont je voudrais te parler aussi, c'est qu'il y a la possibilité ici
de faire des traitements en groupe. Par exemple, toi, ces trois-là, elles sont bonnes, je veux toutes les checker à la fois. Bon, bah, je vais cocher ça, ça, ça. Et là, je pourrais appliquer une catégorie, je pourrais changer le taux de TVA en volume, ou je peux valider en volume, quoi, tout simplement. Voilà. Paf. Il y a un truc, c'est que je peux sélectionner un gros paquet comme ça, juste pour éviter les fausses manips. Le logiciel, il en prend que 10, tu vois. Toi, il y en a 10 de cocher. Ouais, c'est plus prudent. Le mieux, c'est de cocher à la main tout de même. Quand tu recliques là, ça disparaît. Il y a un outil dont on n'a pas parlé, c'est le petit crayon ici. Donc, je clique dessus. Et là, tu peux tout simplement mettre une note dedans si voilà, tu veux noter quelque chose pour toi. C'est simplement du texte, hein. Et tu vois que l'icône change pour te dire qu'il y a une note sur cette transaction. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'étaient les transactions, leur présentation. Donc l'objectif maintenant, ça va être de les catégoriser. Donc pour parler de la catégorisation, on va faire un petit détour par l'onglet budget. Pour donner un peu de contexte à tout ça, là on s'est concentré sur les transactions. En fait, catégoriser, l'idée c'est de savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Si je t'accompagne, je t'ai expliqué que l'enjeu du pilotage était sans cesse de relier en fait les flux qui sont un petit peu comme des fossés qui se rejoignent pour nourrir des ruisseaux qui vont nourrir des rivières, puis des fleuves et le niveau de la mer. Et que le pilotage, justement, c'est de relier l'impact de tous ces petits ruisseaux. Quand on les regarde, il y en a beaucoup, on a du mal à maîtriser. Au niveau de la mer, qui souvent est une vue beaucoup plus macro et qui représente finalement notre objectif, c'est de générer de l'argent. Et c'est ça l'enjeu du pilotage, c'est d'être capable de relier toutes les petites décisions qu'on prend aux grands objectifs qu'on a. Donc, je rentre pas dans le détail ici parce que c'est vraiment l'objet de l'accompagnement. Tu peux me contacter si ça t'intéresse. Je pourrais t'en parler volontiers, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, on va créer des grandes catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, etc., pour aller jusqu'à un niveau de détail qui nous permettre, finalement, de rendre les choses beaucoup plus simples parce que, euh, indépendamment du contexte et du pilotage, c'est très facile de réfléchir à combien nous coûte chaque toute petite catégorie. Par exemple, on sait très bien combien nous coûte notre connexion Internet, combien nous coûte ceci et cela, et ça va être l'objet justement du logiciel que d'agréger ces données-là pour le relier à cette sphère beaucoup plus grosse et beaucoup plus générale qui finalement se traduit par cette courbe de trésorerie à la fin. Donc le logiciel contient des catégories que tu retrouves dans l'onglet budget. L'onglet budget, on va en parler un petit peu plus après, mais globalement, à gauche, tu retrouves sous forme de lignes des catégories. C'est une espèce de super fichier Excel finalement. C'est beaucoup plus que ça, mais c'est censé le remplacer d'ailleurs. Mais tu as des lignes et des colonnes. Donc sur les lignes, ce sont les catégories. Donc tu vois, les grandes catégories qu'on a, ce sont les revenus. Les grandes catégories, l'autre grande catégorie, c'est les dépenses. La TVA. Les indicateurs, c'est autre chose, on en parlera indépendamment. Mais en fait, tout ce qui rentre, c'est dans les revenus, tout ce qui sort, c'est dans les dépenses. Et la TVA, en général, ça sort, mais on peut avoir du crédit aussi, donc c'est pour ça qu'il est à part. Et puis c'est quelque chose qui est calculé de toute façon. C'est pas, voilà, c'est à part, donc on le laisse à part, y compris dans le logiciel. Donc dans les revenus, tu vas avoir les ventes ici, ton chiffre d'affaires. Tu vas avoir les financements, ça peut être des emprunts. Quand tu touches l'argent de l'emprunt, ça peut être des apports en compte courant, de l'argent que toi tu as amené. Ça peut être des subventions. Par exemple, si tu as un apprenti, tu touches des subventions pour ça. Je crois que c'est tout le trimestre ou mensuellement. Ça peut-être changer aussi. En tout cas, tu vas pouvoir le ranger ici. Je ne vais pas faire toutes les catégories. Moi, je pense que c'est important qu'à ce stade, tu parcours par contre, toi, toutes les catégories pour que tu aies une vue d'ensemble de l'arbre. Non pas que tu apprennes par cœur toutes les sous-catégories, mais quand tu vas faire le travail de catégorisation vers lequel je suis en train de t'emmener, tu puisses te dire, ah oui, tiens, j'ai vu une catégorie qui contenait ça. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait quelque chose pour ça, tu vois. Et donc, je continue quand même pour illustrer ça. Par exemple, dans les achats revendus, donc ici, on va mettre tout ce qu'on achète pour le revendre. Donc, en gros, c'est de la camelote et des sous-traitants. Donc, on va mettre ça ici. On va avoir par exemple aussi tout ce qui est personnel, donc
la partie gérant, qui est différente de la partie des salariés, ça se calcule pas pareil. Pour le gérant, bah, va y avoir, ce que coûte le gérant se décompose, donc il y a son prélèvement, le virement que tu te fais. Il y a les charges, donc ce qui tombe de l'URSSAF, te concernant, ta mutuelle, ta prévoyance qui peuvent être prises en charge par l'entreprise et l'argent que tu dépenses, par exemple, pour te former. Après, même principe au niveau des salariés, sauf que ça se structure un peu différemment. Donc on va avoir les salaires nets des salariés, on va avoir les prélèvements à la source qui peuvent tomber indépendamment, les charges sociales, les mutuelles, prévoyances que tu peux avoir éventuellement en place pour eux, les formations et dans le bâtiment, les outils par exemple. Ça, je pense que tu dois faire peut-être un inventaire de caisse à certaines périodes de l'année, donc il faut prévoir ça. Bon, après, te prends pas la tête, c'est un exemple. L'important, c'est que tu parcours, je pense, l'arbre de catégorie et que tu puisses te faire une idée, voilà, faire une première passe et avoir vu ce qu'il y avait dedans. Donc de la même façon, on aura tout ce qui est dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est tout ce qui est comptable, tout ce qui est marketing, les logiciels, l'informatique, gestion des déchets, téléphone, tout ça. On va avoir tout ce qui est local professionnel. Je vais plus vite. Les loyers, les charges, la sécurité, l'entretien. On va avoir tout ce qui est déplacement. Donc là, c'est les camions, les véhicules, tout ce qui est repas à l'extérieur. Voilà. Il y a un truc très important qu'il faut pas mélanger, c'est les investissements amortissables, pardon. On en a parlé un petit peu au début de la vidéo, si tu te souviens, concernant, bah, les amortissements justement, parce qu'on va les traiter différemment, le logiciel va les traiter différemment pour générer le résultat prévisionnel. Donc il faut les mettre à part. Si tu achètes, un gros véhicule, à 30 000 balles, bah, il faut le mettre là. Voilà. Par contre, si tu le loues, bah, il faudra le mettre dans les dépenses de déplacement, dans location véhicule. Voilà. Pareil, si tu as des questions avec ça, contact mon-expert-pilotage.fr. On assure le support avec grand plaisir. Et on retrouvera ici les impôts, l'IS, etc. Voilà ce qu'il y a à savoir concernant les catégories. Comme je suis là, je te parle quand même des colonnes. Donc dans les colonnes, on retrouvera les mois. Voilà, c'est très simple. Et pour chaque mois, on pourra comparer ce qui est réalisé avec ce qui avait été prévu. La prévision, c'est l'objet du budget, ça viendra après. Nous, on est en train de construire le réalisé en catégorisant justement nos opérations. Si tu cherches une catégorie et que tu sais plus trop où elle était, bah, tu peux chercher ici, tu vois. Toi, je retrouve les deux qui correspondraient à Prel, qui commencent par Prel. Voilà. Et quand je vais cliquer dessus, bah, ça va l'ouvrir, tu vois. Donc ça, tu peux la retrouver facilement. Tout ce qu'on voit dans ce tableau, de façon naturelle, dans le budget, j'y reviendrai aussi, c'est du TTC. C'est du TTC, c'est bien les flux qu'on constate. Et en plus, la TVA, on la traite à part. Donc il faut bien que la TVA elle soit partout, quoi. Donc là, c'est du TTC, c'est de la trésorerie. J'insiste, c'est très important. Et tu vois, d'ailleurs, le réaliser, là, on a commencé à le faire, puisqu'on a fait du repas. Alors, je vais rechercher cette catégorie. Hébergement et repas. Tu vois, il y a moins 10,50. Je crois que toi, c'est là. Toi, je clique sur le petit œil. Toi, je retrouve, bah oui, l'histoire du bistrot, là. Voilà, pour lequel on avait fait une règle. Donc voilà, on le retrouve ici. Ok. Je te laisse manipuler aussi et tu verras comment ça se passe. Donc voilà, on laisse la partie budget pour l'instant. Là, l'idée, c'était de parler des catégories, de l'arbre de catégories, que tu puisses le consulter. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est parcours-le, histoire de voir ce qu'il y a. Et si besoin, il faut que tu saches aussi que tu peux personnaliser les catégories en cliquant sur le petit crayon. Tu peux changer un peu l'intitulé. Au lieu de salarié numéro 1, par exemple, tu peux mettre son prénom, ce sera plus sympa. Tu peux changer l'icône. Pour changer l'icône, en fait, il faut que tu cliques sur la petite flèche. Tu prends une icône, là-dedans, tu peux chercher n'importe quoi. Je prends absolument n'importe quoi. Et ici, tu copies son nom. Tac. Tu le mets ici. Voilà. Et toi, ça s'applique, tout simplement. Tu peux personnaliser le taux de TVA de la catégorie. Toi, par exemple, on était dans les prélèvements gérants. Bah, il n'y a pas de TVA sur les prélèvements gérants. Et le code comptable, tu peux le personnaliser aussi. J'imagine que si tu es là, c'est que c'est pas trop dans tes cordes. Toutes les catégories qui préexistent, en tout cas, ont déjà le bon code comptable en face. Sinon, bah, demande à ton comptable. Pareil, un mail au support et on essaiera de t'aider volontiers par rapport à ça. Donc voilà, je laisse mon icône, peu importe. Bon, toi, elle est là, elle a pas de sens, mais voilà, évidemment, ici,
Ici, tu peux chercher évidemment une icône qui fait sens. Les catégories, alors si l'icône apparaît, c'est que c'est possible. Si l'icône n'apparaît pas, c'est que c'est pas possible. Mais tu peux aussi la déplacer, la mettre dans une autre catégorie parente que gérant, par exemple. Donc là, tu choisis simplement la nouvelle catégorie parente. Tu peux la déplacer, tu vois. Je l'ai descendu. Tu vois, tu peux descendre. Je crois que j'ai cliqué plusieurs fois. Tu peux monter, descendre ici comme ça. Voilà. Comme ça, clac, tu montes. Tu vois. Tu peux changer l'ordre, pour dire plus simplement. Tu peux supprimer la catégorie. Alors je t'invite à pas supprimer les catégories par défaut. Même si tu t'en sers pas, laisse-les parce qu'un jour ou l'autre, ce sera plus simple de les retrouver. Et puis voilà, globalement. Et si tu veux créer une nouvelle sous-catégorie, bah, tu cliques sur le plus ici. Voilà. Et donc on va te demander de renseigner. Ici, par exemple, tu n'as pas de plus parce que tu as déjà le niveau maximum de profondeur. C'est-à-dire que tu as déjà un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux de menu et c'est le maximum. Maintenant, donc, on continue, on revient à notre catégorisation. La catégorisation, donc ça va être dans les flux. Et bah, le but du jeu, c'est de faire disparaître tout ce qui est à traiter ici. Chacun, on doit lui affecter une catégorie, un taux de TVA, et le checker. Le but du jeu, c'est de créer un maximum de règles, parce que, en fait, quand tu vas traiter une ligne, eh ben, finalement, il y en a plein qui vont disparaître, parce que ça va s'appliquer à toutes les autres si tu laisses bien l'option cochée. Donc voilà le but du jeu. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Sens-toi vraiment libre de contacter le support si nécessaire. C'est une étape importante. Pour les gens que j'accompagne, en fait, on aura une session sans doute après ça. Donc je le pose ici pour qu'il y ait le repère. Voilà, si tu es tout seul, bah écoute, en tout cas, fais tout ça et puis va boire un café. Pour bon, les besoins de ce tutoriel, en fait, je vais changer de dossier. Je vais passer sur une vraie société. En fait, c'est une SCI. Donc, ce sera plus simple parce que ce sera plus représentatif, ce sera surtout plus réel. Donc, je pense que pédagogiquement, c'est mieux de te présenter ça. Donc, on est sur une SCI. Ça marche comme ton entreprise du bâtiment ou toute autre entreprise. On a les mêmes menus, voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser. Et donc, tu vois, cette SCI, bah, elle est à jour, les règles ont tout catégorisé. Euh, donc, voilà, aucune transaction à afficher, tout est à jour. Et si je coche là, effectivement, bah, je peux retrouver toute l'historique de la SCI. Donc bah, là, il y a tout depuis qu'elle utilise le logiciel. Donc, tu vois, il y a énormément de transactions et je peux tout retrouver et je peux chercher comme expliqué précédemment. Donc ça, c'est OK. Et le but, bah, c'est que tu viennes, que tu mettes ça dans tes routines périodiques et que tu viennes régulièrement faire ce travail-là. Alors, ça dépend de ton activité. Si, toi, pour la SCI, moi, j'y vais une fois par mois et ça suffit largement. Et même si je le fais pas pendant un mois, franchement, c'est pas grave. Si tu as un commerce qui a beaucoup, beaucoup de transactions, moi, je t'invite à le faire peut-être un petit point quotidien ou hebdomadaire, ça peut le faire tout à fait aussi. À toi de trouver le bon rythme, en tout cas, pour que ça reste un plaisir. Mais même si tu as une entreprise qui fait beaucoup de transactions, en réalité, avec les règles, ça fait très peu de travail à réaliser. Donc, maintenant, on va passer à la partie budget. Et donc là, l'idée, c'est de se projeter. Donc, le logiciel, il a besoin de deux choses, hein. Il a besoin de savoir ce qu'on a fait. Enfin, en fait, c'est pas le logiciel en fait qui a besoin de ça, hein. C'est nous qui avons besoin de ça à travers le logiciel, c'est de savoir tout ce qu'on a fait pour le comparer à ce qu'on prévoit de faire. Quelle est la meilleure hypothèse qu'on peut faire pour notre futur. Donc ça, c'est un élément qui est souvent le facteur limitant pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est un des éléments que j'aborde justement dans les accompagnements que je fais. Donc, si tu es là dans le cadre de cet accompagnement, tu sais exactement de quoi je te parle. Sinon, pour résumer, si tu viens d'ailleurs, en fait, la stratégie de pilotage la plus simple qu'on puisse employer et la plus efficace, par ailleurs, ça tombe bien, c'est en permanence d'être capable de formuler une hypothèse pour notre futur, de la modéliser grâce à ce logiciel et de comparer au fur et à mesure ce qui se passe par rapport à ce qu'on avait fait comme hypothèse pour faire les ajustements sur notre hypothèse
et c'est reparti. On remodélise en fonction des ajustements, on remesure, etc. Donc, un truc en 3 points comme ça, et ça fonctionne parfaitement. J'ai géré plusieurs entreprises comme ça depuis une quinzaine d'années. Je te garantis que ça fonctionne. Et évidemment, tous les gens que je forme réussissent comme ça. Donc, le truc avec cette hypothèse, je me concentre sur ce point-là, sur le fait de formuler une hypothèse. Beaucoup d'entrepreneurs bloquent là-dessus, et du coup, c'est pour ça qu'ils pilotent pas leur entreprise, parce qu'ils se disent, bah ouais, on peut pas tout prévoir. Et ok, on peut pas tout prévoir, effectivement, mais c'est pas parce qu'on peut pas tout prévoir qu'on ne doit pas essayer de prévoir. Et en fait, effectivement, on ne peut pas tout prévoir au centime près, mais en réalité, on peut quand même formuler une hypothèse pour tout, pour le futur. Il y a 3 types de choses. La première chose, c'est tout ce pourquoi on a un échéancier précis. Donc là, on peut le prévoir, à la virgule près. Le montant du téléphone, le montant de l'accès internet, on a un échéancier pour l'URSSAF, on a voilà. Toutes ces choses-là, déjà, on peut les prévoir. Ensuite, il y a des éléments qu'on peut pas prévoir précisément, mais pour lesquels on doit et on peut et faut oser le faire parce que souvent, notre instinct est très bon pour ça. On peut en avoir une idée, notamment le sujet du chiffre d'affaires. Parce que c'est souvent ça dans les accompagnements qui bloquent. C'est-à-dire je vois des gens, bah, ils veulent à la virgule près savoir combien ils vont, vendre. Mais non, tu le sauras pas, surtout si tu as un commerce, c'est pas si simple que ça. Par contre, tu peux en avoir une idée. Tu peux prendre le chiffre d'affaires de l'année dernière, diviser par 12 et le mettre. C'est déjà très bien. Tu verras que tu seras pas si loin. Si tu as une saisonnalité, tu peux dire: «J'enlève un peu l'hiver et je remets un peu l'été», tu vois? Pour l'exemple, quoi. Une chose est sûre de toute façon pour prendre les choses par un autre bout, c'est que si, l'année dernière, je sais pas, tu as fait 1 000 000 de chiffre d'affaires, Heu, ben, ce qui correspond à peu près, à 100 000 par mois, disons, ce qui est sûr, c'est que dans les mois qui viennent, tu feras pas 1 000 € de chiffre d'affaires et tu feras pas 1 million par mois. C'est quelque part entre les 2, quoi. Toi, tu peux prendre les choses comme ça. Faut bien se dire qu'une mauvaise estimation, c'est déjà très bien par rapport au fait de pas faire d'estimation, de pas faire d'hypothèse, du moins. Et puis la troisième catégorie, donc j'ai dit, hein, il y a les choses, on sait déjà exactement. Il y a les choses quand même, on peut s'en faire une idée. Et la troisième catégorie, bah, c'est en fait, c'est les paramètres, c'est les variables d'ajustement et c'est ce qui constitue les objectifs. Donc il y a pas d'excuse, si tu n'acceptes pas de faire une hypothèse pour ton futur avec les éléments que tu as aujourd'hui, hein, c'est pas une boule de cristal. On ne demande pas de prédire le futur, on te demande, de modéliser l'image que tu te fais du futur avec les éléments que tu as aujourd'hui. Donc l'objet du budget, c'est ça en fait, c'est juste d'aller noter tous ces chiffres-là, petit fossé par petit fossé et ça va constituer, bah, des chiffres à un niveau beaucoup plus élevé et ça va fabriquer notre courbe à la fin pour savoir si, bah, l'hypothèse qu'on fait pour notre futur, elle est viable ou pas, tout simplement. Donc il va falloir, là je me penche, donc sur l'écran, sur l'exemple de cette SCI, va falloir donc prendre ligne par ligne, donc pour les grosses catégories, on ne peut pas saisir des chiffres puisque c'est la somme finalement des sous-catégories. Je pense que tu as bien compris ça. En tout cas, tu vois, par exemple, pour la SCI, les ventes, c'est la somme d'un loyer et d'une refacturation de taxes foncières. Alors l'avantage de la SCI, c'est que c'est assez simple. Il faut faire ça d'ailleurs. Donc je ne vais pas aller saisir forcément ce chiffre-là, tu vois? Je vais écrire là où il y a les cases colorées en fait. Il faut remplir les cases colorées. Donc, bah, là, j'ai un loyer, je le connais et je sais qu'il risque d'évoluer, il y a une révision, qui est annuelle, je sais qu'il risque d'évoluer, quoique là, je ne l'ai pas noté, mais je sais qu'il risque d'évoluer à partir, du octobre du mois suivant. Tous les ans, c'est comme ça. Donc là, je pourrais dire, à partir de là, ce sera 2000. Voilà, voilà et j'ai bien dit à partir de là, ce sera 2000. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur cette petite icône pour cloner ça. Tu vois? Bah, jusqu'au bout de mes 2 ans de prévision ou moins si je veux et je peux le répéter tous les mois, tous les trimestres, tu vois? Donc ça, ça sert pour l'URSSAF, ça sert pour, par exemple, si tu as un site internet, tu payes tous les ans, l'hébergement, bah, là, tu vas répéter tous les ans, enfin, voilà, c'est un outil de clonage et quand ça, c'est coché, alors pour tous les mois, ça fait rien, mais si je mettais pour tous les 3 mois, quand ça c'est coché, le logiciel il va, reproduire le budget, que je viens de saisir dans 4 le 4e mois. C'est-à-dire que le 2 et le 3 il va sauter, il va faire tous les trimestres et le 2 et le 3 il va mettre 0 à la place. Et si je décoche ça, il va pas y toucher, il va laisser ce qui est actuellement.
Donc ça fait un petit peu d'informations, mais franchement, essaye, tu vas voir comment ça marche. Essaye avant d'être dans les vrais chiffres, et tu vas voir que c'est bête comme chaud, tout simplement. Donc là, pour le coup, moi, je veux dire qu'à partir de ce mois-là, bah, le budget, définitivement, le loyer sera de 2 000 €. Donc je vais faire ça tous les mois et j'écrase ce qui existe déjà. Voilà, jusqu'au bout de ma prévision. Voilà. Donc je clone, et tu vois, toi, j'ai une alerte en haut, et le logiciel, il commence à recopier, comme ça. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il recalcule tous les totaux qui vont au-dessus. Il faut qu'il recalcule aussi la TVA. Donc la TVA se fait un petit peu après. Voilà, donc c'est une grosse machine, hein, on se rend pas compte, il y a beaucoup de calculs, et c'est pour ça que le logiciel est précis d'ailleurs. Donc, bah, en fait, il va falloir que tu passes en revue toutes tes lignes comme ça pour constituer ton budget. En fait, c'est fastidieux un petit peu au départ, et quoique c'est pas très compliqué parce que comme on est sur des fossés, on découpe notre gros problème de prévision en toutes petites questions, en fait, hein. Donc c'est facile de savoir, par exemple, dans le fonctionnement, d'aller chercher le chiffre, combien coûte le compte bancaire, combien coûte l'assurance, et cetera. Surtout que tu viens de catégoriser toutes tes transactions. Donc tu peux t'appuyer sur ce que tu as déjà fait pour retrouver tes montants, tu vois? Heu, Ici, si je savais pas combien c'était, bah, je vois bien que les mois précédents, ici, toi, c'était 6,63, 6,21, 6,21. Donc moi, j'ai choisi de mettre 6,50 parce que je vois que des fois, il y a des petits faux frais, donc voilà, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Voilà le truc, en tout cas. Une précision que je t'ai pas encore donnée, c'est que tu peux choisir à partir de quand tu vois ici, avec le sélecteur ici. Voilà. Donc là, si tu as vu, si je veux l'avoir depuis le début de l'année ou depuis le début de l'exercice, donc là, cette société-là, elle a commencé en juillet 2025. Voilà, voilà, tu vois. Enfin, elle a fini en juillet, le précédent exercice, elle a commencé en août, donc je peux sélectionner à partir de quand je veux voir là. Bref, tu auras compris, je pense. Donc là, il faut passer en revue toutes les sous-catégories, toutes les cases colorées. Alors quand il y a zéro, c'est pas la peine d'aller écrire zéro, hein, tu vois. Là, il n'y a pas de session d'immobilisation, j'ai rien écrit, point, quoi. Tout simplement. Euh, je reviens un petit peu sur ce petit œil là. Le petit œil, là, on peut l'utiliser. Donc, par exemple, là, j'étais sur le loyer, donc je vais faire comme ça. Et quand je vais sur le petit œil, ben, en fait, je peux voir toutes les transactions pour le mois en cours, toutes les transactions bah, qui sont rentrées dans cette catégorie-là. Et puis je peux voir, le montant hors taxe, du prévu, enfin hors taxe TVA, TTC du prévu, pareil pour le réalisé. Et puis, je peux saisir mon budget aussi dans la fenêtre, ici. Et donc je retrouve toutes les transactions qui ont constitué le réalisé. Maintenant, si je veux supprimer, un budget purement et simplement, en passant ma souris, sur le budget ici, on a utilisé l'œil, on a utilisé le clone. Je vais pouvoir utiliser cette croix et puis sélectionner si je veux juste supprimer la prévision pour ce mois-ci, soit pour ce mois-ci et tous ceux qui suivent. Voilà, donc là je le fais pas, je suis sur un vrai dossier. Hem, il y a quelque chose aussi qu'on peut vouloir faire quand on fait un budget pour que ce soit, plus simple, parce que, je rappelle quand même qu'on parle de modéliser l'hypothèse qu'on fait du futur, et cette hypothèse, elle est vachement, dynamique. C'est-à-dire qu'on est amené à la revoir en fonction des événements finalement, assez souvent. Pardon. Et pour, que ce soit plus simple, il y a des éléments qui peuvent être liés entre eux et on peut utiliser des formules pour ça. Typiquement, on va utiliser les formules quand on a, des salariés commerciaux qui touchent une commission. Donc, on va calculer leur salaire en fonction, des ventes. On pourrait avoir aussi, et c'est sans doute, ton cas, si tu es dans le bâtiment, si on fait l'hypothèse d'un certain taux de marge, on va pouvoir calculer, la camelote qu'on achète en fonction d'un pourcentage des ventes qu'on prévoit de faire. Par exemple, si je marge 65 sur mon chiffre d'affaires, ça veut dire que je garde 65, ça veut dire que j'ai acheté pour 35. Donc c'est pas la si je mets un chiffre d'affaires prévisionnel, à la main, c'est pas la peine que j'aille écrire à la main aussi, le montant des marchandises que je prévois en fonction de ça, parce que, va falloir que je pense à le faire et puis, ça va être fastidieux. Vaut mieux que je mette en place une formule dans ce cas-là, qui serait 35 fois ce que j'ai prévu pour les ventes, tout simplement. Enfin, tout simplement. Donc, quand je modifie mon hypothèse avec les événements, je change de chiffre d'affaires, tout le reste suit automatiquement, les commissions des commerciaux, etc.
Je pense que tu vois l'application, et il y en a plein d'autres. Faut pas hésiter à y aller parce que ça gagne du temps et ça gagne de la précision aussi. Là, je vais faire un exemple à l'écran abscon. C'est un truc qui a pas de sens, mais c'est juste pour le principe. Disons que je voudrais que cette catégorie corresponde à 10% de celle-ci. Allez, 10% de celle-ci plus 100. Un petit peu plus complexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais y cliquer sur le petit œil, parce que comme j'ai pas de budget encore de saisie, de toute façon, j'ai pas la possibilité de cloner, etc. Mais même si j'ai la possibilité de cloner, etc., je clique sur le petit œil, et ici, je choisis bien formule. S'il y avait déjà un budget fixe, tu arrives et tu es comme ça, et tu changes. Mais comme il n'y en avait pas, ici, on arrive directement comme ça. Donc là, ce que je vais dire, c'est que je vais prendre, alors pas un nombre fixe, mais la valeur d'une autre catégorie. Je vais prendre, j'ai dit, pour l'exemple, hein, on est d'accord, ça n'a pas de valeur, enfin, ça n'a pas de sens. Le loyer de ligne 6, ça peut être d'un mois précédent ou d'un mois futur, de ce mois-ci. Et j'ai dit que j'allais prendre 10% de ça. Donc, tu vois, j'ai cliqué sur multiplier, donc puis multiplier par un nombre fixe, mais je pourrais multiplier aussi par la valeur d'une autre catégorie, pourquoi pas. Donc, je veux 10%, donc je fais fois 0,1. Et j'ai dit que je voulais ajouter 100, donc je rajoute ensuite 100. Donc les opérations, elles vont se faire les unes après les autres, et tu peux cumuler jusqu'à 8 opérations. Voilà, j'ai jamais atteint les 8. Voilà. Et donc du coup, ça nous fait le résultat de 300. 2000, je crois que c'était 2000 fois 10%, donc 200, plus 100, 300. C'est OK. Nickel, voilà. À préciser par rapport à ces histoires de mois, une subtilité qui a son importance, c'est que dans le calcul des formules, et d'une façon générale dans le logiciel, quand on fait des calculs concernant des budgets, la valeur qui va être prise en compte pour le budget va être la valeur du réalisé pour tous les mois qui vont jusqu'au mois précédent. Par exemple, là, je tourne la vidéo en mai, jusqu'à avril, bah, les formules, elles vont prendre en compte le réalisé, puisque de toute façon, ce qu'on a prévu, on s'en fiche complètement, puisqu'il n'y a plus que le réalisé qui compte, c'est fait, quoi. Et pour le mois en cours et tous les mois du futur, ce qui est pris en compte dans les calculs, c'est la prévision. Puisque, y compris pour le mois en cours, tant que c'est pas fait, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agira, donc on s'appuie sur notre hypothèse. Voilà. Notamment pour le mois en cours, parce que on sait pas encore ce qui reste à tomber, quoi. Donc, c'est un petit truc qu'il faut avoir à l'esprit. Tu pourras revenir à ce passage de vidéo à un moment si tu as des incohérences. Très souvent, c'est là que se trouve la réponse. C'est pas des incohérences, en fait, c'est lié à ce mode de fonctionnement. Tu peux rajouter des notes aussi dans les budgets. Je te l'ai pas dit avant, mais je te le dis au passage. Voilà, c'est bonus, on va dire. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, ma prévision, ici, je pourrais tout à fait cloner la formule, quoi, hein. Il faut savoir que quand j'aurai cloné ma formule, chaque formule qui se trouvera ici, ici, etc., devient indépendante. Après avoir cloné une formule, il ne s'agit pas de modifier celle-ci pour que ça modifie toutes les autres. Chacune devient autonome, donc je peux changer, par exemple le 0,1, je pourrais le transformer et donner une valeur qui soit propre à chaque mois. Là c'est pareil, il faut tester parce qu'en testant, ça devient une évidence. Donc ici dans ce dossier, bah, je n'ai pas besoin, donc je l'enlève. Maintenant que tu as bien travaillé, tu as passé en revue chacune des sous-catégories, tu as prévu chaque budget pour chaque mois, ce qui est vrai est un travail important, intéressant, à faire une seule fois, parce que quand tu l'as fait, il suffit de le maintenir à jour. Dès qu'il se passe quelque chose et que tu reçois un nouvel échéancier, il y a quelque chose, eh bien, ton hypothèse pour le futur change, donc tu dois le reporter dans sa modélisation, dans le logiciel. C'est une habitude à prendre, c'est vraiment très loin d'être pénible, ça se fait très très bien quand on prend l'habitude et qu'on garde ces chiffres à jour. J'ai même des clients qui paraissent même plutôt être addicts à ça parce que c'est très rassurant. C'est très rassurant parce que ces chiffres qui sont des chiffres précis, dans lesquels on a confiance, vont nous permettre d'avoir confiance dans l'évaluation globale finalement de la projection qu'on fait. Et donc, comment on exploite ces chiffres? La première chose, c'est, je voudrais maintenant qu'on s'attarde sur l'entête, tu vois, par mois. Donc, je t'ai dit, la colonne de gauche, les chiffres plus petits, tout ça, c'est le réalisé. La colonne de droite ici, tout ça, c'est ce que tu avais prévu. Le réalisé, tu n'as pas pu le saisir, il s'est saisi automatiquement par tes transactions, par la banque.
tu n'as pas saisi toi-même ce que tu as fait, c'est la banque. C'est indiscutable. Donc, ici, on va retrouver en haut de colonne, deux grands chiffres. Ces chiffres-là, tous les deux, en fait, traduisent, pour le réalisé ou pour le prévu, de combien le niveau de la mer va varier, de combien le solde du compte va varier entre le premier du mois et le dernier du mois. Donc là, on avait prévu que le compte augmente de 150 € entre le début et la fin du mois. Pardon, à droite, je vois que tu suis. On avait prévu que le compte varie de 149,29 € entre le début et la fin du mois, parce que bah, en fait, c'est juste la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, hein, TVA comprise, qui est en dessous, hein, qui se calcule toute seule. Et en réalité, ça a été 150,06 parce que j'ai dû faire quelques petits arrondis et franchement, c'est très bien comme ça. Voilà. Et donc la barre est verte. Et si on veut voir un petit peu ce qui s'est passé, eh ben en fait, on va pouvoir regarder d'abord les grosses masses, donc revenus, dépenses, voir là où il y a des différences, et on peut les repérer grâce aux petites barres vertes. Quand c'est vert, ça veut dire qu'on a fait mieux que ce qui était prévu, ou au moins ce qui était prévu, et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était donné. Donc c'est rouge dans les revenus quand on a encaissé moins que prévu, et c'est rouge dans les dépenses quand on a dépensé plus que prévu. Voilà, logique. Donc maintenant, tu vois, je vois que là, j'ai une petite différence ici. Tu vois, j'ai une barre rouge sur les dettes. Parce qu'en fait, comme je calcule avec des formules l'intérêt, voilà, je me suis fait plaisir. Il y a une petite différence de quelques centimes. Voilà, franchement, on s'en fiche. Il n'y a pas de gros delta. Mais toi, rouge-vert, tu sais tout de suite où il y a eu une différence entre ton hypothèse et ce qui s'est passé vraiment. Donc, c'est ça qui t'aide tout simplement à savoir où ça en est. Maintenant, je voudrais attirer ton attention sur un phénomène. C'est que là, tu vois, on a des chiffres qui sont passés en grisé comme ça. On a des chiffres qui sont passés en grisé ici. En fait, ça, c'est tous les mois où on a changé quelque chose. Tu te rappelles, on a changé avant le montant du loyer là. Le logiciel ne recalcule pas ça en temps réel parce que ce serait trop lourd en fait techniquement. En plus, c'est inutile. Donc, dès lors qu'il y a des chiffres qui sont en grisé comme ça, on a ce bouton-là qui apparaît. Toi, quand tu as fini de travailler, de modifier des choses, de faire une hypothèse, d'envisager un changement, une décision, tu appuies là, en haut, mettre à jour les évolutions mensuelles, et là, le logiciel il va refaire le calcul de la variation de solde mensuel. Et tu vois, les chiffres apparaissent, hop, en gras. Donc là, du coup, c'est bon. Et le bouton a disparu puisque tout est calculé, tout est OK. Donc, il y a des mois rouges où bah, je vais perdre un peu d'argent, mais ça se comprend parce qu'en novembre, en fait, bah, là, il y a la taxe foncière, c'est une SCI. Il y a des mois où on gagne de l'argent, des mois où on en perd. Peu importe. L'important, c'est que on le prévoit et que ce soit gagnant au total. Et à partir du moment où j'ai fait ça, bah, là, je vais pouvoir exploiter mes chiffres en me rendant dans solde et là, je vais pouvoir bah, voilà, constater la courbe de prévision. Donc, tu vois, là, c'est la SCI, c'est ma SCI, c'est en réel. Donc, tout ce qui est gris, c'est tout ce qui est passé. Donc là, on a eu des mouvements. D'ailleurs, il y a un zéro, c'est une opération exceptionnelle, enfin, peu importe. Et puis, on voit, là, bah, tous les ans, en fait, c'est le moment où je paye mon comptable, en fait. Donc, voilà, ça fait ça, mais c'est OK. Voilà. Ici, là, j'ai des travaux de prévus en 2027. Voilà. Donc, je dors tranquille la nuit parce que je sais que ma SCI, elle va bien et qu'elle ira bien et qu'elle s'autofinance et que c'est très bien. Voilà. Donc, je retrouve en bas bah, les soldes remarquables, c'est-à-dire que le solde actuel, comme j'en ai déjà parlé en intro, et je retrouve le point le plus bas, parce que c'est ça qui peut être chaud, c'est qu'à un moment, on manque de trésorerie, donc autant savoir quand est-ce que ce serait. Et là, je suis bah, voilà, l'arrivée des loyers, le paiement de mes dettes. Alors là, la barre, elle n'est pas encore avancée parce que l'emprunt... En fait, la SCI a touché son loyer, mais l'emprunt n'a pas été payé, donc ça va venir dans quelques jours ou quelques heures, peut-être bien même. Et puis là, on a après les frais de fonctionnement, donc assurance, etc. que je suis. Donc là j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Ici aussi, je peux changer le début de ma prévision comme je pouvais le faire dans le budget, comme je t'ai montré. Voilà, je peux sélectionner une période comme ça, si je le souhaite, pour voir les choses d'un peu plus près. Je peux cacher les soldes si ça m'encombre. Écoute, voilà ce que j'ai à te dire par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, je peux aussi aller dans l'onglet résultats. Je vais pouvoir aller dans l'onglet solde de gestion. Donc ça, c'est un calcul qui est assez lourd parce qu'il prend en compte les amortissements, il va prendre en compte pas mal de choses. Et ici, ma SCI,
je vois que bah, sur l'exercice en cours, donc de août 2025 à juillet 2026, elle va faire un résultat de 5 000 €. Voilà. Et j'ai tous les détails des soldes intermédiaires, qui sont plutôt des données comptables que tu comprends peut-être, mais qui sont en tout cas très intéressantes dans l'analyse et très intéressantes dans l'accompagnement moi que j'ai avec certains clients. Tu pourras dans le compte de résultat retrouver tout ça en détail également. Ce qu'il faut bien redire ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure pour les formules, les chiffres qui sont pris en compte ici, bah, de août 2025, nous sommes en mai, hein, donc de août 2025 à avril 2026, bah là, il a pris en compte les chiffres réalisés, et de mai à juillet, il a pris la prévision. Voilà, c'est ce qui est le plus réaliste de toute façon. Ici, on peut changer la période qu'on veut regarder. On veut regarder le mois dernier, l'année dernière, l'année prochaine. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, il suffit de cliquer ici, puis de faire mettre à jour. Donc, dans le compte de résultat, je retrouve tout le détail. Si je coche ici, en plus, je vois mes petites catégories à moi, comme ça, si je dois en discuter avec mon banquier, bah, au moins, je saurais de quoi je parle, pour une fois, tout simplement. Et puis, je peux mettre ça en face, les données sectorielles. Alors, pour une SCI, c'est pas très, très représentatif parce qu'il y a beaucoup d'écarts, enfin, voilà. Mais là, du coup, toi, tu as les barres grises qui sont nourries et qui vont avec, quoi. Donc voilà pour cette mise en place du logiciel Mon Expert Pilotage. J'ai essayé de ne pas me perdre dans trop de détails. Les grandes phases, c'est la création du compte, configuration initiale, jusqu'aux amortissements. Après, on va avoir la connexion des comptes bancaires et la catégorisation de toutes les transactions. Et après, la construction du budget. Alors bien sûr, je ne l'ai pas évoqué ici, mais quand on construit le budget, une fois qu'on voit en détail ce qu'on a donné, à qui, etc., il y a énormément d'améliorations en fait qui vont émerger déjà naturellement. On va se rendre compte qu'on paye des choses en double, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on pourrait résilier, dont on n'a plus besoin, on sait même pas des choses, on savait même pas qu'on les payait. Donc voilà, il y a plein d'améliorations qui vont se profiler, donc autant les mettre en place, hein, autant résilier, faire ce qu'il faut à côté, évidemment, c'est fait pour ça. On va se rendre compte aussi de la trajectoire réelle qu'on est en train de suivre, c'est-à-dire bah, en sachant là où on sera dans un an, on va pouvoir se demander si c'est exactement ce qu'on veut, et on va pouvoir faire les modifs, notamment bah, par exemple sur le taux de marge, hein, parce que si je fais une formule avec un taux de marge et je vois que ma courbe elle descend, bah, je vais essayer de voir ce qui se passe si je projette un chiffre d'affaires plus élevé ou un meilleur taux de marge, ou les deux, et voilà quelle est la situation qu'il va falloir, à laquelle il va falloir que je colle, quoi. Alors ça, c'est toute une science qui est portée par l'outil, mais qui mérite d'être expliquée par ailleurs. Donc, je reste à ta disposition hein, si tu veux me contacter, discuter de tout ça, de l'outil, du support, si tu as un bug, quoi que ce soit, je suis là pour ça. Mais si tu veux aussi parler de la méthode, parce que l'outil a besoin de la méthode aussi pour être bien utilisé, contact @mon-expert, enfin mon-expert-pilotage.fr. Ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi le tuto et à bientôt.